Voici les 42 points de vérification sur ton compte Google Ads et je vais te proposer pour chacun de ces points-là une analyse ainsi qu'une solution si tu as l'erreur sur ton compte. Il faut savoir que j'audite chaque mois plusieurs dizaines de comptes Google Ads et à chaque fois, c'est les mêmes erreurs qui reviennent. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on va analyser ensemble un compte que je viens de recevoir qui investit à peu près 20 000 € par mois. Ce compte-là, il a énormément de problématiques qui sont assez récurrentes dans tous les audits que je fais et je trouvais ça assez intéressant de te présenter ça en vidéo pour que tu puisses faire le même travail de ton côté assez simplement. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura pas mal de choses que je vais te présenter sur la fin de vidéo qui vont avoir un impact majeur du coup sur ta performance Google Ads et j'aurai aussi un petit cadeau pour toi. Mais du coup, juste avant d'attaquer le sujet principal de la vidéo qui sont justement ces 42 points d'analyse, je voulais juste me présenter rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. Notre travail, c'est de créer les stratégies les plus rentables possibles pour les e-commerce. En tout cas, les stratégies Google Ads les plus rentables possibles pour nos clients. On accompagne énormément de boîtes différentes. Aujourd'hui, un peu plus de 45 clients et on investit environ 1,7 million à 2 millions d'euros tous les mois sur Google Ads. Donc autant te dire qu'on a quand même beaucoup d'apprentissage et beaucoup de connaissances sur la plateforme aujourd'hui. Donc s'il y a des points de vérification que tu vois dans cette vidéo qui ne sont pas appliqués sur ton compte Google Ads et que tu as des équipes en interne ou un partenaire, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi parce que les 42 points que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est réellement des fondamentaux. Donc ça passe au-delà de la partie stratégie ou autre, c'est vraiment les fondamentaux. Et en fait, c'est assez symptomatique du coup d'un compte qui est peut-être mal géré si ces éléments-là sont pas correctement paramétrés. Donc vas-y, je te propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Mais du coup, pour structurer cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets sur Google Ads. On va d'abord passer un petit peu de temps sur le compte au global. On va passer aussi un petit peu de temps sur le tracking. On va passer du temps sur Performance Max, sur Shopping et sur Google Search. Donc on va voir 5 points ensemble. Pour naviguer à travers tous ces points, je te mettrai le chapitrage qui sera sous cette vidéo. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va travailler ensemble grâce à mon fichier. Donc j'ai créé un fichier qui s'appelle les 42 points de vérification sur Google Ads. Et dans ce fichier-là, on va regarder pas mal d'éléments et on va aller voir ça sur le compte en direct. Donc au niveau du compte au global, il y a plusieurs choses qu'on va aller voir. C'est premièrement, on va regarder le nombre de campagnes et la répartition des budgets en fonction du nombre de conversions. On va regarder la répartition des budgets en fonction des différents types de campagnes. On va regarder la segmentation des produits entre les best-sellers et les autres produits. On va regarder si les recommandations automatiques ont été désactivées. On va regarder si les listes de clients ont été importées. Et on va regarder l'historique de modifications pour voir s'il y a des modifications récentes qui ont été faites et quel type de modifications ont été faites. Donc on est parti pour aller dans le compte Google Ads, let's go. Tu veux obtenir ce fichier là, il est disponible en description, je te le mets directement, tu pourras le télécharger tout simplement. Donc du coup, on est parti sur un compte Google Ads. Donc là, pour information, c'est un compte qui a dépensé, tu vois, 19 200 € sur les 30 derniers jours. Je clique bien sur les 30 derniers jours en haut à droite. Donc je vais aller dans l'onglet campagne qui est juste là. Donc il y a plusieurs choses que je vais regarder. La première chose que je vais regarder, c'est quels sont les types de campagnes qui ont été lancés. Donc là, on voit globalement qu'on a un peu de shopping, qu'on avait du shopping ici, un petit peu de Performance Max qui a diffusé plus tôt dans le mois. Et moi ce que je vais faire c'est que du coup je vais descendre un petit peu, je vais aller dans Total Compte ici et je vais regarder, tu vois, en fait il te met la structure de tes stats en fonction des types de campagnes et donc du coup je vais regarder, tu vois, la colonne coût ici en fonction des types de campagnes et on voit quoi? On voit qu'on a dépensé 19 173 € précisément, qu'il y a 2 500 € qui ont été dépensés ici sur le réseau de recherche, 15 000 € sur shopping et en gros, tac, 622 € sur les campagnes intelligentes. Ici globalement j'aurais tendance à penser que c'est un compte qui est plutôt assez bien structuré parce que la vaste majorité du budget, plus allez, 70-80% du budget est investi sur du canal shopping ou sur du performance max, donc c'est plutôt une bonne chose. Là, une des réflexions que j'ai, c'est que je me dis, ok, on utilise quand même massivement le canal shopping standard, qui est un bon type de campagne, honnêtement, mais là, on est typiquement sur un site où on fait que des achats one-shot, donc ce type de campagne, est-ce que c'est le plus pertinent sur un site qui fait du one-shot? Moi, j'aurais plutôt fait à fond du Performance Max pour pouvoir avoir du remarketing dynamique, pour pouvoir avoir des fonctionnalités et des stratégies d'enchères qui sont un peu plus poussées. Mais à la limite, la répartition budget shopping search, elle est à peu près correcte. Il y a quand même un investissement important sur le réseau de recherche, mais c'est plutôt de l'investissement qui part ici, comme tu peux le voir sur cette campagne-là et sur cette campagne-là, et c'est pas des campagnes de marque, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi cette campagne d'ailleurs pour info. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. En termes de répartition de dépenses, la plus grosse dépense search ici, c'est de l'acquisition. Si je retourne sur mon fichier, mon type de campagne en termes de répartition de budget, écoute, c'est parfait. Donc ça, c'est un super truc. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est le nombre de conversions, ici la colonne conversion, qui a été faite sur les 30 derniers jours par campagne. Le deuxième point qu'on va prendre en compte ensemble, c'est
le nombre de conversions par campagne sur les 30 derniers jours. Il faut savoir que lorsque tu utilises des campagnes algorithmiques comme Performance Max ou que tu utilises des stratégies d'enchères automatiques comme ROAS cible ou CPA cible, eh bien tu vas avoir besoin de remonter un nombre de conversions suffisant dans chaque campagne sur la période des 30 derniers jours pour que l'algorithme ait suffisamment de données pour s'optimiser et prendre entre guillemets des bonnes décisions. Il y a une étude qui a été menée dernièrement par SMEC qui montrait que justement les campagnes algorithmiques commençaient à vraiment prendre une intelligence à partir de 30 conversions sur les 30 derniers jours et qu'elles atteignaient vraiment une période de croisière à partir de 60 conversions sur les 30 derniers jours. Donc le travail ici à mener, ça va être de regarder pour chacune des lignes de tes campagnes ici, si tu as un nombre de conversions, donc tu vois dans la colonne conversion qui est juste là, qui est supérieur à 30 et idéalement supérieur à 60 conversions sur la période des 30 derniers jours. Donc tu vois que ici par exemple notre première ligne elle a 48 conversions, c'est notre plus grosse dépense, donc elle est au-dessus des 30, donc c'est plutôt assez cool. Il y a la troisième ligne aussi qui est au-dessus de 30, en revanche toutes les autres lignes ici elles sont en dessous de 30 sur toutes les campagnes activées, donc on pourrait dire que par exemple si ces campagnes-là utilisaient des stratégies automatiques, eh ben, elles ont potentiellement pas suffisamment de données pour pouvoir s'optimiser. Donc ici, il va falloir soit restructurer le compte pour avoir moins de campagnes, soit octroyer plus de budget à ces campagnes pour aller générer des meilleures conversions. Mais en tout cas, il y a peut-être une réflexion à mener sur la structure du compte et peut-être que ton budget est trop dilué dans des campagnes trop importantes. Donc là, typiquement sur ce compte, c'est incorrect. L'autre point qu'on va aller regarder, c'est la segmentation des produits entre les best-sellers et les autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la gauche ici dans produits et puis on va rester sur les 30 derniers jours. On va classer les produits par coût et on va aller rajouter ici les colonnes. Si tu les as pas, tu vas dans Hop, modifier les colonnes, tu iras dans conversion et tu rajouteras la colonne conversion et la colonne Hop, valeur de conf par coût. Tu feras appliquer et ici ça te permettra de savoir si les produits sur lesquels tu dépenses le plus de budget ici, ce sont aussi les produits qui génèrent le plus de rentabilité ou de conversion. Et tu vois qu'ici déjà il y a une vraie problématique qui se pose parce que on a notre premier produit en termes de dépenses ici qui a dépensé 747 € comme tu peux le voir, il n'a pas généré de conversion. Et surtout, du coup, il a un retour sur investissement qui est égal à 0. Notre deuxième référence, elle a fait une conversion, mais c'est seulement notre quatrième référence qui apporte un retour sur investissement qui est relativement conséquent. Donc typiquement, on est dans une situation où le top 3 des dépenses Google Shopping à l'échelle du compte, toute campagne confondue, ne s'investit pas sur les produits qui génèrent le plus de conversions. Ça, c'est vraiment problématique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que notre segmentation entre les best-sellers, elle n'est pas correcte. Donc on est en incorrect. Du coup, ensuite, on va aller voir d'autres éléments. On va aller voir la partie recommandation ici, automatique. Tu cliques dans recommandations, puis applications automatiques et tu vas aller regarder quelles sont les applications automatiques que Google a mis en place. Tu vois que sur ce compte, il y a très peu d'applications automatiques qui ont été mises en place. Il y en a quelques-unes que tu peux laisser éventuellement, comme utiliser la rotation optimisée des annonces ici ou améliorer par exemple. Il y en avait un autre qui était intéressant qui était supprimer les mots-clés redondants, tu peux le garder. Et tous les autres trucs, globalement, tu les enlèves. Le but ici, c'est d'avoir un minimum de recommandations automatiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google va appliquer automatiquement, sans te dire, des modifications sur ton compte sur la base de ce qu'il pense être bien. Sauf que souvent, les intérêts de Google ne sont pas les tiens, donc tu n'as pas envie que ça arrive. Donc là, sur ce compte, on va dire que c'est parfait, parce que globalement, toutes les recommandations ont été désactivées. L'autre sujet à voir, c'est est-ce qu'une liste de clients a été importée dernièrement ? Pour faire ça, on va aller dans Outils ici, Bibliothèque partagée, puis Gestion des audiences. Et on va aller voir si du coup, tu as fait des imports d'audience client directement dans ton site. L'idée ici, c'est que assez simplement, en fait, tu vas aller dans Ajouter un filtre et dans Filtre, tu vas faire Type de segment et tu vas faire Liste des clients, puis Appliquer. Et là, tu vas voir en gros si tu as des listes de clients qui ont été importées. En l'occurrence, sur ce site, il y a plein de listes de clients qui ont été importées et il va te classer celles qui sont utilisées de celles qui sont, celles qui sont non utilisées de celles qui sont utilisées. Donc tu vois que ici, on a des clients qui ont une liste de clients qui a été importée et qui est utilisée pour segmenter tout simplement les campagnes. Donc c'est plutôt une bonne chose. Si tu mets ta souris ici, puis que tu cliques ici, il va te dire quand date la dernière importation. Tu vois que ici, la dernière importation, elle date d'avril 2023, sauf qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en juillet 2024. Donc typiquement, on est sur une importation qui date depuis beaucoup trop longtemps. Donc il faudrait mettre à jour ce fichier-là pour avoir un fichier du coup de liste de clients qui soit à jour. Donc on va reprendre notre document. La liste de clients, elle a bien été importée, mais elle est à vérifier.
très clairement. Ensuite, l'autre élément qu'on va aller regarder, c'est l'historique de modification sur le compte. Donc, on retourne dans campagne, puis historique de modification. Et on va aller regarder sur les 30 derniers jours quelles ont été les modifications qui ont été apportées sur le compte. Ici, ce que tu peux faire, c'est tout simplement d'aller regarder tous les éléments qui sont là et d'aller regarder en fait quelles ont été les modifications qui ont été apportées à chaque fois. Est-ce que les modifications qui ont été apportées, elles sont pertinentes ou elles font sens? Si tu as beaucoup de modifications comme ici, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger le fichier juste là en format CSV, à le mettre dans ChatGPT et à demander à ChatGPT d'analyser le fichier et de te dire quelles ont été toutes les modifications importantes et majeures qui ont été mises en place sur le compte. C'est un outil qui est ultra pratique pour pouvoir aller voir en détail tout simplement ce qui a été fait comme type de modification sur le compte. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, clairement, il y a un historique de modifications. Donc on va dire qu'il y a des modifications qui ont été faites. Magnifique. Et ben on va passer au deuxième sujet de cette analyse des outils qui va être le tracking. Et j'interromps rapidement cette vidéo pour te dire que si tu apprécies ce que tu es en train de regarder, je t'invite à t'abonner, laisser un like et laisser un commentaire. C'est ce qui me motive le plus à continuer à te proposer des contenus Google Ads comme celui-ci où je te partage réellement tout ce que je mets en place pour ma propre boîte et pour mes propres clients. Donc vraiment sans filtre. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin sur Google Ads, je t'invite à rejoindre ma newsletter. J'envoie tous les mois des guides ultra complets, déjà reçus par plusieurs milliers de personnes tous les mois tout simplement. Et je sais que c'est devenu un rendez-vous important pour pas mal de e-commerce. Donc ce que je te propose tout simplement, c'est d'aller aussi dans la description pour t'inscrire à la newsletter. Écoute, je referme rapidement cette page de pub et je te laisse avec la vidéo. Ciao. Donc le tracking, on est parti. Il y a plusieurs éléments à vérifier et on va aller les vérifier ensemble dès maintenant. On va dans la gauche sur ton site, puis dans Objectif, ça va aller automatiquement dans Récapitulatif et on va aller ici dans la partie Achat. Dans la partie qui est achat ici, il y a plusieurs choses qu'on va regarder. La première chose qu'on va regarder ici, c'est est-ce qu'il y a une seule balise en principal. Donc tu vois que sur ce compte en l'occurrence, j'ai une seule balise, donc c'est plutôt bien. Mais si tu as plusieurs balises achat ici, il faut qu'il y en ait une seule qui soit en principal. Sinon, ça veut dire que les conversions vont se dédoubler dans tes campagnes. On vérifie bien qu'on est en source site web uniquement et pas source site web Google Analytics 4 parce que si tu es en Google Analytics 4, ça signifie ici tout simplement que tu vas utiliser Google Analytics comme un outil intermédiaire pour faire ta remontée de conversion et du coup tu crées une sorte de pré-analyse. Ça, tu ne veux pas le faire parce que tu as moins d'outils à ta disposition. Tu n'auras pas le suivi avancé des conversions. Tu auras aussi des outils d'attribution qui seront un peu moins précis. Donc, je t'invite à vraiment pas le faire et vraiment passer par une balisage site web directement. Ensuite, on va aller regarder deux autres éléments. On va regarder toutes les conversions ici et on va regarder la valeur de toutes les conversions. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Première chose, c'est à mettre en perspective avec le site. Est-ce que ton site, il a généré 206 conversions ou est-ce que ça te paraît crédible par rapport au poids de Google Ads dans ton site? Par exemple, si ce site avait généré, je sais pas moi, 500 conversions sur le site et on sait que Google Ads représente 50% du business plus ou moins et que dans Google il y a 206 conversions, bon bah voilà, ça paraît correct. En revanche, si le site avait fait, je sais pas, 200 ventes et que Google Ads marque 206 ventes, ok, là il y a un vrai problème. Dans la remontée de conversion, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et après, l'autre élément à analyser ici, c'est que tu prends les 47 775, donc 47 775 et tu le divises par les 206 conversions et ça va te donner une idée du panier moyen de ton compte Google Ads, de ce que tu as apporté. Donc tu vois qu'ici, le panier moyen, il est de 231 €. La question, c'est de mettre en perspective ce panier moyen avec ton panier moyen de site. Si sur ton site, ton panier moyen, il est de 230 €, et bah, grosso modo, ça voudrait dire que la qualité du tracking est plutôt bonne. Et surtout, peut-être que ça va te donner une idée de quelle est la valeur de conversion qu'on remonte ici. Si ton panier moyen sur le site est de 230 €, c'est un panier moyen TTC avec frais de port. Ça signifie que tu remonterais ici sur les valeurs de conversion, du coup, du CA TTC avec les frais de port. Donc, est-ce que c'est vraiment la valeur que tu veux remonter? Est-ce que c'est la valeur la plus pertinente pour toi? Je ne suis pas 100% convaincu. Essaye de favoriser plutôt la remontée de CA hors taxe. Et si tu as des pourcentages de marge différents entre les produits, je t'invite à travailler plutôt sur un tracking à la marge. Ce sera beaucoup plus puissant pour Google Ads. Ça te permettra d'aller beaucoup plus loin sur ton compte et de le scaler de manière plus importante. Typiquement, c'est le cas sur ce compte, parce que ce compte, il a des marges brutes qui vont de 20% à 60%. Donc ici, typiquement, il faudrait mettre en place un tracking à la marge. Quand tu mets ta souris sur Active ici, tu vois que le suivi des conversions, le suivi avancé des conversions est actif, donc ça c'est super. Et tu vois que le mode de consentement est actif, donc c'est aussi super, donc c'est un très bon point. Donc la qualité du tracking de ce compte est plutôt très bonne. Si j'ouvre ici la balise, il y a un autre élément que je vais aller regarder ici, c'est la période de suivi de conversion suite à une vue volontaire. Et tu vois qu'ici elle est de 3 jours.
3 jours, c'est le maximum. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que à chaque fois que, par exemple, une de tes campagnes va faire une vue sur YouTube, eh bien, s'il y a quelqu'un qui a vu ta campagne YouTube qui va acheter dans les 3 jours, il y a de grandes chances que Google s'attribue la conversion. Disent, bah, c'est grâce à moi en fait qu'il a fait cette conversion. Plus cette fenêtre elle est large, plus les gens qui ont vu tes vidéos vont potentiellement impacter du coup ton tracking. Et sur des campagnes comme Performance Max, eh ben, plus tu as de gens qui sont attribués à la partie vidéo, plus tu as un risque important d'avoir en gros tes campagnes Performance Max qui vont investir massivement sur la vidéo et sur display, et c'est pas du tout ce que tu veux. Donc typiquement ici, on reste sur du 3 jours. Donc c'est plutôt très très bien. Et le dernier élément qui est important à voir ici, c'est le modèle d'attribution. Et le modèle d'attribution est basé sur la donnée, donc c'est très bien. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, donc ça c'est parfait. Donc maintenant, on va aller mettre nos points. Est-ce qu'on est sur un site web? Oui. Est-ce qu'il y a une seule balise d'achat en principal? Oui. Est-ce que la valeur de conversion est alignée sur l'objectif business? Clairement à vérifier. Il faudrait peut-être passer plutôt sur un objectif de marge. Le suivi avancé des conversions est valide. Le suivi des nouveaux clients, on va aller le voir ensemble parce qu'on n'a pas pu le regarder. Le consent mode est valide. Et enfin, la fenêtre d'attribution suite à une vue, elle est, c'est même une vue volontaire. Eh bien, elle est bien en dessous de 3 jours, donc c'est parfait. On va juste aller vérifier la qualité du suivi des nouveaux clients. Et pour ça, on va aller dans l'onglet campagne qui est juste là. On va aller ici dans segmenter, conversion, puis on va descendre sur new versus returning customer ou client nouveau / connu. Ça dépend de comment est organisé ton site. Et tu vois que ici, pour cette campagne-là, par exemple, il remonte bien les clients connus des nouveaux clients. Et tu vois que par exemple, sur les 36 conversions de cette campagne, il y a 20 conversions qui ont été faites auprès de nouveaux clients, 5 auprès de clients connus et 11 auprès de valeurs inconnues. Théoriquement, si ton tracking nouveau client a été bien paramétré, tu devrais de valeur inconnue. Donc ici, je pense qu'il est clairement à vérifier. Il y a un truc qui marche pas. Et voilà, on a vu notre partie de tracking. Maintenant qu'on a vu notre partie de tracking, on va pouvoir passer sur le sujet Performance Max et Shopping en réalité, puisque cette campagne-là, elle n'a pas beaucoup de Performance Max. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a quand même une campagne Performance Max sur ce compte, donc on va pouvoir aller la regarder ensemble pour valider que cette campagne soit qualitative. Donc la campagne a été coupée ici. Malgré tout, elle a quand même dépensé un petit peu de budget et elle a généré quand même du business aussi. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller l'ouvrir et on va aller voir plusieurs choses dans notre campagne Performance Max. Donc tu vois qu'elle a été coupée depuis un petit moment maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un premier temps dans Insight et rapport, puis dans Insight. Dans cette partie Insight, on va aller regarder plusieurs choses. Déjà, on va aller dans les 28 derniers jours et on va descendre un petit peu. Hop, ici. Et on va regarder ici quels sont les mots-clés qui ont généré le plus de conversions. Et tu vois que en l'occurrence, sur les mots-clés qui ont généré le plus de conversions, le deuxième ligne ici, eh bien, c'est tout simplement un mot-clé de marque. Donc typiquement, ça veut dire que cette campagne-là a généré du business sur la marque. Le problème, c'est que les campagnes Performance Max vont toujours essayer d'aller chercher des ventes faciles. Et donc, si tu dépenses sur ta marque, sur tes campagnes Performance Max, il y a de grandes chances qu'elle aille continuer à dépenser à fond sur ta marque. Donc là, je t'invite toujours à exclure ta marque de tes campagnes PMax directement ici. L'autre sujet à regarder qui est toujours intéressant, ce sont les insights sur les audiences ici. Ça te permettra de savoir un peu quelles sont les audiences qui ont tendance à mieux performer pour toi et tu vas pouvoir derrière les recibler sur YouTube. Donc voilà. Si je reprends mon élément sur Performance Max ici, donc le pourcentage du budget dépensé sur Shopping, on va regarder après. Par contre, est-ce que la marque est absente des mots-clés de la campagne? Eh ben non, c'est totalement incorrect, c'est pas absent, donc il va falloir le regarder. L'autre sujet qu'on va regarder ensemble sur Performance Max, c'est est-ce que le pourcentage du budget qui a été dépensé sur Google Shopping est supérieur à 80%. Faut voir que Performance Max, c'est un type de campagne qui va diffuser à la fois sur Shopping, mais aussi sur Search, sur YouTube, sur Display, sur Gmail, sur Discovery, enfin bref, sur plein de canaux différents, et tu n'as pas le contrôle sur lesquels de ces canaux Google va choisir. Sauf que toi, en e-commerce, ton objectif, c'est quand même d'investir massivement sur Shopping, parce que c'est le canal le plus rentable pour toi. J'ai mis une petite règle qui est de dire investir plus de 80% de son budget sur Shopping, ça me paraît être fondamental. Donc ce que je te propose de faire, c'est qu'on aille regarder ça directement dans le compte. Il se trouve qu'il n'y a qu'une seule campagne Performance Max dans le compte, donc on va pouvoir le voir uniquement sur cette campagne-là. Et pour le faire, le mieux, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser un script tel que celui que je te montre à l'écran actuellement. Et tu vois qu'en gros, la campagne qui nous intéresse, c'est celle-ci. Hop, cette campagne-là. Donc cette campagne-là, tu vois qu'elle a dépensé 283 € en tout, qu'il y a 261 € qui ont été investis sur la partie shopping, 8 sur la partie display, 7 sur la partie vidéo et 7 sur la partie search. Donc tu vois qu'on investit majoritairement plus de 80, largement plus de 95% de notre budget sur la partie shopping. Donc cette campagne est plutôt très bien gérée. Si tu n'as pas de script, il y a une autre manière de le faire qui est un peu plus du bricolage que je vais te montrer maintenant. Pour faire ça, tu vas aller tout simplement dans groupe d'éléments ici. Donc tu vois que sur cette campagne, j'ai un seul groupe d'éléments, mais en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans table ici, on va faire colonne, on va rajouter
dans les colonnes la partie performance, puis la partie coût. On va appliquer. Tu vois ici, on a la colonne coût qui s'est affichée où il y a marqué 283,38 €. On va garder ça en tête et on va retourner dans la colonne summary. Dans la colonne summary, on va cliquer sur groupe de fiches et tu vois que ici, on a 261 € qui ont été investis sur la partie shopping. Donc 261 € à remettre en perspective avec ce qu'on vient de voir juste avant, à savoir 283. Tu fais tout simplement le calcul, 261 divisé par 283 et tu vois que 92% de ton budget Performance Max est investi sur shopping. Donc ça, c'est un bon moyen de le faire. Et du coup, ça te permet de le faire aussi par groupe d'éléments. Si tu en as plusieurs ici, tu pourras prendre du coup chaque groupe d'éléments, le budget de chaque groupe d'éléments et du coup le comparer à chaque fois au groupe de fiches de ce groupe d'éléments-là si tu n'as pas de script. En tout cas, pour la partie script, je te la mettrai directement en description sous cette vidéo parce que tu verras qu'il y a des scripts gratuits à installer. Donc franchement, c'est pratique. Donc typiquement ici, parfait, il n'y a rien à dire. Utilisation des groupes d'éléments en feed only. Et ça, c'est un peu plus compliqué. En gros, ici, tu vois que le feed only, c'est tout simplement le fait de mettre dans Performance Max aucun visuel, aucun titre. Donc là, c'est pas du tout le cas. Donc typiquement, ici, on n'est pas sur du feed only, donc c'est incorrect. Est-ce que chaque groupe d'audience, chaque groupe d'éléments ici a un signal d'audience optimisé? A priori, ça a l'air d'être le cas. On va pouvoir l'ouvrir, ce signal d'audience, pour regarder un peu plus en détail de quoi il s'agit. On voit qu'il y a des termes de recherche qui ont été ajoutés. On voit que les données ont été ajoutées. On voit qu'il y a des données démographiques qui ont été ajoutées. Donc, c'est carré. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. On va dire que le groupe d'éléments est optimisé. En tout cas, que le signal d'audience est optimisé. Est-ce que les titres utilisent des bonnes pratiques d'écriture? Donc, si tu utilises des groupes d'éléments avec tout simplement des titres et des descriptions qui sont écrites dedans, quand tu cliques sur modifier les éléments et que tu ouvres ici ton élément, est-ce que ici, les titres qui sont utilisés ici, eh bien, ils utilisent des bonnes pratiques d'écriture, les biais cognitifs? Si tu ne sais pas ce qu'elles sont les biais cognitifs, je t'invite à aller juste ici. J'ai fait une vidéo complète justement sur comment écrire des annonces Google Ads ultra puissantes. Mais il y a 6 biais cognitifs. Et typiquement ici, bon, malheureusement, je suis obligé de te flouter les informations parce qu'elles sont confidentielles, mais il n'y a absolument rien qui suit les biais cognitifs. Si tu ne sais pas comment utiliser ces biais cognitifs, je t'invite à aller sur le site de Seos. Tu vas ensuite dans le blog ici, et un petit peu, et tu vas retrouver ici les annonces qui convertissent avec les 6 biais cognitifs. Je t'ai fait une vidéo dédiée, et surtout je vais t'expliquer en détail comment utiliser les différents biais cognitifs. Donc franchement, bon, voilà, pour écrire des bonnes annonces aujourd'hui, c'est quand même pas si compliqué. Tu vas pouvoir retrouver tout ça facilement et directement ici. Donc les biais cognitifs, ils sont mal utilisés. Est-ce que la vidéo a été ajoutée à la campagne? Je ne sais pas si tu l'as vu juste avant, mais il y a bien des vidéos qui sont ajoutées à la campagne juste là. Donc c'est bon, on est parfait à ce niveau-là. Et maintenant, on va passer dans les paramétrages de la campagne. Donc, en fait, là, si tu veux, ce qu'on a vu sur la partie Performance Max, c'est que vraiment, on a regardé qu'est-ce qui était paramétré, en gros, dans la partie stratégique. Est-ce qu'on choisissait les bons produits? Est-ce qu'on choisissait les bonnes références, etc. Maintenant, on va aller voir est-ce que la campagne en elle-même, elle a été bien paramétrée. Pour ça, on retourne dans notre interface. On va dans l'onglet campagne juste ici. On va passer notre souris sur le nom de la campagne, puis on va aller cliquer sur le petit engrenage qui est juste là et on va ouvrir cet engrenage-là. Dans cet engrenage-là, on va retrouver différents paramètres de la campagne et on a plusieurs choses qu'on va vouloir regarder en détail. On va vouloir regarder les objectifs. Ici, on veut s'assurer d'avoir un seul objectif, en l'occurrence achat quand on est en e-commerce. On veut s'assurer que la case ici, acquisition de clients, elle est décochée. Il ne faut surtout pas qu'elle soit cochée parce que ce n'est pas un outil qui fonctionne très bien aujourd'hui sur Google Ads. Pour les règles de valeur, ici, il n'y a pas de règles de valeur qui sont utilisées. En revanche, si tu as une forte récurrence d'achat, tu peux utiliser les règles de valeur pour dévaloriser, c'est un peu plus avancé, mais pour dévaloriser les conversions qui sont faites auprès de certaines audiences. Donc là, je t'invite à l'utiliser à partir du moment où tu sais à peu près ce que tu fais. Mais grosso modo, c'est assez puissant pour les sites qui ont une grosse récurrence et qui veulent utiliser du PMax. Ensuite, ici, il n'y a pas grand chose à aller dire. Le budget, c'est bon. La stratégie d'enchère, elle est au CPA cible. Typiquement, on est en e-commerce. On n'a pas envie d'avoir des stratégies au CPA cible. On a envie d'avoir des stratégies au ROAS cible. On veut générer le plus de bénéfices possible ou le plus de chiffre d'affaires en fonction de notre objectif. En l'occurrence, eux, ils veulent générer un maximum de business, de chiffre d'affaires. Et donc, justement, on n'est pas dans des objectifs de CPA cible, mais bien des objectifs de ROAS. Donc, il faudrait être sur un autre type de stratégie d'enchère, plutôt en valeur de conversion et éventuellement avec un ROAS cible. Une fois que ça c'est fait, on regarde dans les zones géographiques, options de ciblage et on s'assure ici de bien être en présence. Par défaut, il y a marqué présence ou intérêt, mais non, il faut bien être en présence juste ici. Ici, on peut être en anglais, français ou autre.
les composants automatiquement ont bien été décochés. Il faut bien s'assurer que tout ça soit bien décoché, c'est important. Et ensuite, dans les éléments supplémentaires, ici, il y a exclusion de marque. L'exclusion de marque, c'est aussi hyper important. J'ai fait une vidéo dédiée à la partie marque. Je te mets la vidéo juste là. C'est un sujet super important, la marque. Donc ici, on s'assure bien de virer la partie tout simplement marque. On clique sur nos listes de marques et on enregistre pour faire en sorte que notre campagne PMax arrête de diffuser sur la marque. Et voilà, grosso modo. Donc, si je reprends mon fichier, est-ce qu'on a un seul objectif? Oui. Est-ce que la cage, elle est décochée? Oui. Est-ce qu'on a des règles de valeur? Non. Est-ce que la stratégie d'enchère est pertinente? Pas du tout. Est-ce que les zones géographiques sont en présence? Oui. Les composants ont été tous décochés et la marque a été exclue? Pas du tout. Donc voilà pour la partie performance. On va arriver sur la partie la plus importante, qui est la répartition des investissements sur shopping en fonction de nos objectifs. Ça, c'est vraiment là où il y a le plus de performance. Donc si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, eh ben, écoute, c'est là où tu vas apprendre le plus d'informations et surtout où tu vas faire toute la différence par rapport à la majorité de tes concurrents. En gros, là, ce que je vais te proposer, c'est qu'on aille regarder globalement toute campagne confondue, où est-ce que ton budget shopping est investi et est-ce qu'il est investi sur les produits qui sont les plus intéressants pour toi. Ce qu'on va faire ensemble, du coup, c'est qu'on va aller directement ici dans ton compte Google Ads. On va aller dans la partie campagne. Campagne, on se met sur les 30 derniers jours. Et là, on va cliquer sur rapport, synthèse des performances. Puis, on va aller dans produits shopping. Ici, Google vient de nous sortir un rapport complet sur chacune de nos références produits. D'accord ? Il y a plusieurs choses qu'on va faire. On va cliquer ici sur la petite flèche grise à droite. Et on va rajouter valeur de conv. Et on va prendre valeur de conv / coût ici et on va venir la rajouter dans notre tableau. Maintenant qu'on a rajouté nos coûts, notre colonne valeur de conversion / coût, c'est-à-dire ROAS, on va pouvoir s'intéresser à regarder quel est le pourcentage de notre budget qui a été investi sur des produits générant un ROAS supérieur à celui de nos objectifs. Pour faire ça, il y a deux types de filtres qu'on va devoir mettre en place. Déjà, on va mettre en place un filtre sur la colonne coût. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le ROAS, c'est un ratio entre les investissements et le chiffre d'affaires ou la marge générée. Et que forcément, si tu dépenses pas beaucoup, eh ben, il y a de grandes chances que tu puisses avoir un très gros ROAS. Donc ça, c'est pour limiter l'impact de ROAS, de produits qui auraient un ROAS abusé alors qu'ils ont dépensé quasiment rien. Donc on va cliquer ici sur coût. On va mettre un filtre et on va dire uniquement les produits ayant dépensé plus de 10 € et on va appliquer. Donc tu vois que ici en bas, il y a 14 567 € qui ont été investis sur des produits ayant dépensé plus de 10 €. Maintenant, on va se fixer l'objectif de dire quel pourcentage de notre budget a été investi sur des produits générant un ROAS supérieur à 5, qui est l'objectif de ce site e-commerce. Donc je vais aller dans filtre, puis je vais mettre ici 5. Appliquer. Il y avait 14 500 € avant, et là, il y a combien ? 1912 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, aujourd'hui, il y a 1912 € divisé par 14 900 €. Il y a seulement 12% du budget Google Shopping qui a été investi sur des produits générant un retour sur investissement supérieur à 5, qui est le retour sur investissement objectif de ce site e-commerce. Je te refais le calcul. Il y a 1900 € ici. Je supprime le filtre que j'ai mis juste avant. Ici, hop, je vais le supprimer. Hop, tout supprimer. Il n'y a plus de filtre. Là, il y a 14 567 €. Je refais mon calcul avec les bonnes données. 14 567 €. 13%. On est typiquement dans la situation d'un compte Google Ads qui a dépensé la vaste majorité de son budget sur des produits générant un retour sur investissement inférieur aux objectifs. C'est catastrophique. T'imagines, 13% seulement de ton budget est investi sur des ROAS suffisants ou intéressants. Ça, c'est la première donnée qui est intéressante. La deuxième donnée qui est super intéressante, c'est de se dire, ok, maintenant, de ces 14 000 €, combien ont été dépensés sur des produits qui ont généré 0 conversion. Genre vraiment, ça n'a pas du tout généré de business. Donc on va mettre ici égal 0 sur la colonne conversion et on va appliquer. 14 567, 7 000 €. Grosso modo, 50% du budget a été investi sur des produits ayant généré 0 conversion. Donc on est typiquement dans une situation où les investissements ne se sont pas du tout faits sur les produits les plus profitables. Il y a moins de 50% du budget sur des ROAS supérieurs aux objectifs. Ensuite, les dépenses sur les produits sans conversion sont maîtrisées. Clairement pas. On a 50% du budget qui est dépensé, alors qu'il faudrait idéalement avoir moins de 15% sur les produits à 0 conversion. Et ensuite, la question c'est, est-ce que les produits sont investis sur les produits qui génèrent le plus de ventes sur le site? Je peux te dire que non,
puisqu'en ayant parlé avec la cliente et en ayant en détail toutes les informations sur les ventes du site, c'est clairement pas le cas. Et est-ce que du coup le flux produit a été optimisé? Ça, je t'inviterai tout simplement à regarder la vidéo que j'ai mis là sur le sujet ou à aller tout simplement sur mon blog dans Optimiser ton flux ici. J'ai fait une vidéo dédiée sur ça et je t'explique en détail comment optimiser ton flux shopping. Il y a énormément d'éléments. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo pour aller plus loin sur ton flux shopping. Et là, typiquement, je peux te le dire tout de suite, il n'est pas du tout optimisé. Donc là, il y a un vrai travail. Ouais, franchement, c'était quand même un gros morceau. Donc, ce qu'on vient de voir ensemble ici, c'est Performance Max et Shopping. Où est-ce que notre argent a été investi? Est-ce que cet argent, il a été investi à des niveaux de performance qui sont intéressants? D'ailleurs, si tu veux creuser la répartition de tes dépenses sur Google Shopping, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai mis juste ici, dans laquelle je vais aller analyser 3 sites différents, leur répartition shopping, qui sont dans 3 catégories différentes, et comment ils pourraient améliorer les choses. En fait, je vais utiliser ce script que je te montre à l'écran, qui va analyser, en fait, qui a fait grosso modo de manière beaucoup plus professionnelle le travail que je t'ai montré juste avant, de regarder quels sont les produits qui ont généré le plus de business, tout simplement pour aller voir où est-ce qu'il y avait des points d'amélioration. Et souvent, on peut aller générer entre 10 à 80% de croissance de chiffre d'affaires sur ton e-commerce pour des budgets Google Ads équivalents, tout simplement en réattribuant notre budget au bon endroit. Tu vois que par exemple, ici, il y a plus de 10 000 € sur les 15 000 qui sont investis sur des produits qui n'ont pas fait de conversion. On est clairement dans une vraie problématique. Bon, écoute, maintenant qu'on a vu toute cette partie Performance Max et Shopping, je te propose qu'on passe sur la partie Search. C'était quand même un gros dossier. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle t'intéresse. D'ailleurs, si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, mets-moi un petit commentaire, un petit like, histoire de me dire que tu es arrivé jusqu'à la partie Search. Dis-moi, je suis arrivé à la partie Search. J'attends d'en apprendre un petit peu plus sur cet outil-là qui est aussi super intéressant. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va rentrer dans la partie Search et on va aller regarder, du coup, la campagne Search de cette cliente. Hop, je vais quitter cette partie-là. On va retourner dans notre partie campagne ici, puis campagne. Et on va aller voir, on a une campagne Search ici qui a dépensé 1 900 € sur les 30 derniers jours. Elle est quand même assez intéressante cette campagne Search. On va aller voir plusieurs éléments là-dedans. La première chose, c'est qu'on va aller dans Audience et mots-clés, puis mots-clés de recherche. On va aller classer ici par coût, d'accord? Et on va aller dans colonne, puis on va rajouter dans la partie colonne, dans la partie niveau de qualité, le quality score, l'expérience de CTR, la landing page et Ad Relevance. Fais bien attention parce qu'ils ont quasiment le même nom, tu vois, mais il y a marqué East à chaque fois pour les autres, donc c'est bien 1 sur 2 que tu dois cocher. Puis tu vas ici aller dans Appliquer. Ce que ça fait quoi? C'est qu'en gros, pour chacun de tes mots-clés qui sont juste là, on va aller regarder, ça va te donner un score de qualité qui a un score sur 10. Et ce score sur 10, il est basé sur 3 éléments. Il est basé sur le CTR attendu, il est basé sur l'expérience de page de destination, et il est basé sur la qualité et l'efficacité de l'annonce. Et tu vois que ici, il te dit grosso modo, tu es inférieur à la moyenne sur le CTR attendu, inférieur à la moyenne sur la page d'attente et par contre supérieur à la moyenne sur la qualité de l'annonce. Le truc, c'est qu'un score inférieur à 7, c'est un très mauvais score. Tu vas payer tes CPC beaucoup plus cher. D'ailleurs, tu le vois, hein, regarde. Les autres mots-clés ici, ils sont à 60 centimes de CPC. Là où tu as des scores pourris, tu es à 80 centimes ou 1 €. Donc tu vas payer tes CPC bien plus cher que tes concurrents. Donc pour les mêmes mots-clés. Ensuite, tu vas perdre en rentabilité et en performance. Et surtout, à la fin, tu vois, genre, tu vas payer beaucoup plus cher et tu vas pas juste respecter la règle principale de Google qui est de proposer les annonces les plus qualitatives possibles par rapport à une requête de l'utilisateur. Donc je t'invite à vraiment travailler les quality scores et à regarder cette partie-là. Est-ce que tes campagnes search investissent sur des mots-clés avec des scores de qualité, de très bonne qualité, supérieurs à 7? L'autre point qui est important dans les mots-clés ici, c'est le match type ou les types de correspondance. Est-ce que tu travailles avec des requêtes larges ou est-ce que tu travailles avec des requêtes exactes ou des requêtes en correspondance? La partie large sur des comptes comme celui-là, on n'a pas envie de l'utiliser beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce que ça va taper vraiment à la sulfateuse. Vraiment, Google va aller tabasser tous les mots-clés possibles. Et sauf que quand tu tabasses tous les mots-clés possibles, il y a de grandes chances que tu dépenses une grosse partie de ton budget sur des mots-clés qui ne sont pas intéressants pour toi et qui ne génèrent pas de business. Ça ne veut pas dire que le large n'est pas intéressant. Il faudra travailler le large, mais il faudra plutôt le travailler comme un outil pour découvrir des nouveaux mots-clés. Ici, je t'invite à travailler plutôt sur des requêtes en expression ou en exact pour être beaucoup plus précis dans ce que tu vas faire. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le sujet, je te mettrai aussi en description une vidéo sur comment lancer une campagne search, justement, et où je t'explique un peu plus en détail la partie mots-clés sur les types de correspondance. Donc, typiquement, je reviens ici. Score de qualité supérieur à 7, clairement pas. Donc là, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Ensuite,
Maintenant qu'on a vu nos mots-clés, on va aller dans la partie annonces ici. On va aller regarder la qualité de nos annonces et les stats. Donc la première chose, c'est qu'on va les classer ici par coût. Donc tu vois que c'est par exemple cette annonce-là, elle a dépensé 742 € et elle a un CTR de 1,61, ce qui est en réalité catastrophique, je vais pas te mentir. Ici, tu vois que la force de l'annonce ou la qualité de l'annonce, elle est considérée comme moyenne. Donc ici, on va vouloir aller chercher au minimum du bon ou du excellent aux yeux de Google. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, on va aller regarder quelle est la qualité des titres qui ont été écrits. On va cliquer sur modifier. Donc, je reviens vite fait sur mon fichier. Est-ce que le CTR sur les annonces search est supérieur à 15%? On a vu qu'on était à 1%, donc clairement, on n'y est pas. Est-ce que les titres utilisent des bonnes pratiques? Ce qu'on va regarder juste après. Par contre, ça, on peut y répondre. Est-ce que l'annonce search est considérée comme bonne ou excellente par Google? Bah, pas du tout. Et donc, du coup, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la qualité des titres. Et en fait, c'est exactement la même chose que ce que je t'ai présenté tout à l'heure sur Performance Max. On va aller regarder ici si les titres qui sont ici respectent les 6 biais cognitifs. En l'occurrence, tu vas pas pouvoir les voir, ces titres-là, malheureusement, parce que je vais devoir les flouter pour des raisons de confidentialité, mais je te le dis tout de suite, il n'y a aucun de ces titres-là qui respecte les biais cognitifs, qui travaille la preuve sociale, qui travaille les heuristiques catégorielles, qui travaille tout ce qui est la rareté ou l'urgence. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir retravailler tous ces titres-là. D'ailleurs, j'ai créé un fichier complet pour écrire des annonces Google Ads ultra performantes. Je te les mets directement dans la description. Franchement, ce fichier, il a été téléchargé, je crois, par plusieurs centaines de personnes déjà aujourd'hui. J'ai l'impression que la qualité des annonces peut s'améliorer vraiment avec ça. Donc, je t'invite à le regarder. Je l'ai mis dans la description, ce fichier d'écriture d'annonces Google Search. Donc là, clairement, est-ce qu'on respecte les bonnes pratiques? On n'y est pas du tout. Les extensions d'annonces minimales ont été ajoutées. Tu vas dans Composants à gauche, puis dans Composants. Et là, tu vas aller regarder ici si tu as toutes les extensions qu'il faut. Donc là, tu vois qu'on a du site-link, de l'extrait de site, etc. Et en gros, ici, je t'ai mis à droite ce qu'il te faut au minimum, donc à savoir 4 liens annexes, 6 accroches, un extrait de site, au minimum, une d'appel, un de prix, une image dynamique, un logo d'entreprise et un nom. Si tu les as pas, c'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est tout simplement probablement pas suffisamment bien optimisé. Et donc ici, en l'occurrence, j'ai regardé, il y a pas mal de choses qui sont bien, il y en a pas mal d'autres à modifier, donc c'est dans à vérifier. Est-ce que la marque est absente des mots-clés de campagne? Ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que quand tu utilises des correspondances larges, je t'ai dit tout à l'heure, ça tire à la sulfateuse. Est-ce que, du coup, cette campagne-là, est-ce que ce site-là, eh bien, il investit, du coup, sur ses propres mots-clés de marque dans une campagne qui est censée faire de l'acquisition? Donc tu vas ici dans Insights et rapports, puis tu vas aller dans termes de recherche. Alors, hop, ils sont juste là. Tu vas dans termes de recherche et tu vas aller classer tes termes de recherche par nombre de conversions. Et en gros, typiquement ici, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là et ce mot-clé-là, eh bien, ce sont des mots-clés de marque. Donc typiquement, on est sur une campagne qui est censée être une campagne d'acquisition, search, avec des correspondances en large qui ne fait quasiment que de la marque en termes de nombre de conversions. Que tu vois que sur les 31 conversions, il y en a plus de la moitié qui ont été faites sur des mots-clés de marque. Donc et d'ailleurs, il y a encore un autre mot-clé de marque juste là. Donc on est typiquement dans une vraie problématique ici d'une campagne qui en fait ne sert pas du tout tes objectifs business. Donc ici, la marque, elle n'est pas du tout absente, c'est incorrect. Il y a des audiences à ajouter, des audiences de remarketing à exclure. Donc la partie audience, elle est aussi assez importante parce que ça te permet de vraiment cibler. Donc pour ça, tu vas dans audience, puis audience ici. Et en gros, l'idée des audiences, c'est vraiment de dire, bah voilà, j'ai envie de cibler, de regarder comment ça se passe auprès de ces audiences-là pour savoir si c'est des audiences qui performent bien. Et j'ai aussi peut-être envie d'exclure ces audiences-là parce que c'est des audiences de clients existants et j'ai pas envie de les retargeter. Donc là, tu vas aller dans afficher le tableau. Tu vois ici, il y a tout un tas d'audiences. Donc en l'occurrence, il y a audiences différentes. Moi, je recommande en général d'avoir entre 10 ou 15 audiences d'observation. C'est des audiences, en fait, tu vois, elles sont ici, un paramètre de ciblage observation. Ça permet juste de savoir quelles sont les performances sur ces audiences-là et est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus performantes que d'autres. Là, en l'occurrence, tu vois que par exemple, la rentabilité de cette audience-là, elle est de 10, là où la rentabilité de cette audience-là, elle est de 3. Mais après, voilà, il faut mettre ça en perspective avec les coûts, il y a tout un tas d'indicateurs. Mais dans tous les cas, cette partie-là, elle est assez intéressante à regarder. Tu vois ici, on pourrait rajouter des audiences, mais pour moi, on va dire que c'est quand même assez correct. Par contre, si je descends ici, tu vois, il y a toute une partie exclusion. Et cette partie exclusion, eh ben, il n'y a pas d'audience qui ont été exclues. Or, par exemple, quand on a beaucoup de récurrence, on va avoir envie d'exclure nos audiences de clients existants pour éviter de les retargeter dans nos campagnes d'acquisition. Donc là, je t'invite à le faire directement ici. Donc ici, on va répondre à nos questions. 10 ou 15 audiences maximum ont été ajoutées. Parfait. Est-ce que les audiences de remarketing ont été exclues? Incorrect. Est-ce qu'une liste de mots-clés a été exclue? Ça, c'est l'autre point. C'est que maintenant on l'a vu tout à l'heure, on a dit qu'on avait des mots-clés de marque qui étaient remontés dans la campagne. Mais il n'y a pas qu'un travail sur les mots-clés de marque. Il y a parfois plein de mots-clés qui ne sont pas très intéressants pour nous. Du genre des pas chers, des cheap, des promos, des tout ça.
voilà, quand tu proposes des produits de qualité, t'es pas forcément sur des mots-clés cheap ou autres. Il y a aussi tous les mots-clés des marketplaces que tu veux parfois aussi exclure. Les gens qui cherchent des produits nanana, Amazon, nanana, Cdiscount, tu peux avoir envie d'exclure tous ces mots-clés-là. Donc tu vas ici dans mots-clés à exclure, enfin mots-clés de recherche puis mots-clés à exclure, et tu vois qu'ici, il n'y a aucun mot-clé qui ont été exclus. En général, une bonne pratique, c'est au moins d'exclure une liste de mots-clés de marque. Donc ici, on n'y est pas du tout. Ok, et bah écoute, on a vu toute la partie stratégique de search, et maintenant, on va passer à la partie paramètres de campagne. Donc je t'invite à retourner ici dans campagne ici, puis on va retourner ici sur la partie petit engrenage pour ouvrir nos paramètres de campagne et voir comment les paramètres ont été organisés. On va dans objectif, on est bien sur un seul objectif qui est un objectif achat, donc parfait, rien à dire à ce niveau-là. L'acquisition de nouveaux clients est décochée, c'est magnifique. On est sur un objectif de vente, donc c'est très bien. Les réseaux ici, là, il y a un petit problème. En général, on essaye de décocher le réseau display pour éviter d'avoir de l'argent qui est dépensé sur ce réseau-là. C'est pas très intéressant. Donc, on fait bien en sorte de décocher le réseau display, mais on peut garder le réseau de recherche. La zone géographique, on laisse bien sur la partie zone géographique sur la France. Par contre, on cible bien présence uniquement et pas présence ou intérêt. Donc là, on fait bien enregistrer sur ça pour vraiment avoir présence uniquement. Le budget, voilà, pourquoi pas. La stratégie d'enchère, c'est en fonction du type de campagne. Maximiser la valeur de conversion, ça me paraît OK sur ce type de campagne. Et ensuite, les autres éléments, ici, il n'y a pas grand-chose d'autre à aller regarder. Donc, si je reprends mon tableau ici, est-ce qu'on a un seul objectif? Oui. Est-ce que le réseau display était désactivé? C'était pas le cas, c'était incorrect. Est-ce que la stratégie d'enchère était pertinente par rapport aux objectifs? Je pense que oui. Est-ce que la zone géographique était bien paramétrée? C'était pas le cas, donc c'était en incorrect. Et voilà, on vient de remplir notre outil d'audit complet sur notre compte Google. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a un petit score. Ce score, c'est un pourcentage de tout simplement nombre de parfaits par rapport à toutes les 42 points de vérification. Et on se retrouve avec un score de 47. Et bah honnêtement, c'est pas un très bon score. Donc ce compte-là, il y a pas mal de choses à aller travailler. Et comme ça, on a une vision vraiment complète de comment auditer un compte Google Ads, ou en tout cas quels sont les points importants à regarder dès aujourd'hui sur son compte Google Ads pour maximiser nos performances d'une certaine façon. Et maintenant, comme convenu en début de vidéo, écoute, c'est le moment de te partager la petite surprise de fin de vidéo que tout le monde aime toujours avoir. La première information sur ça, c'est que ce fichier-là est disponible dans la description. Tu vas pouvoir le récupérer totalement vierge pour pouvoir te faire ton propre audit. Tu retrouveras à chaque fois des commentaires pour chaque ligne ainsi qu'un contenu associé à chaque ligne pour pouvoir aller un petit peu plus loin et analyser ton propre compte beaucoup plus facilement. Et j'ai une autre surprise assez intéressante. Je t'invite à me rejoindre sur LinkedIn. Tu peux aller me suivre ou on peut se connecter sur LinkedIn ensemble. Et une fois que c'est le cas, tu descends un petit peu ici et tu retrouveras ici 7 minutes pour analyser ton compte Google Ads. Tu pourras cliquer dessus et cliquer ensuite sur voir juste là. Et une fois que c'est fait, eh bien, tu as ici un outil 100% automatisé pour faire un audit de ton compte Google Ads. Donc c'est un outil super puissant. Tu cliques sur commencer mon analyse et là je vais te poser 3-4 questions avec une petite vidéo à chaque fois qui t'explique qu'est-ce que tu dois regarder, où est-ce que tu dois regarder, etc. Tu vois, je te pose pas mal de questions, tu vas y répondre sur les répartitions de budget et là tu fais obtenir des résultats et là je te donne un score concret sur ton propre site directement sans que tu aies à le faire. Et là, je te propose à chaque fois une vidéo. Et pour chaque élément de ton site, je te propose des vidéos et des éléments complémentaires avec une analyse complète de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Donc, j'espère que ce document te plaira. À nouveau, le lien, il est dans la description et sur mon profil LinkedIn. Donc, je t'invite à me suivre sur LinkedIn. J'espère que cette vidéo t'a plu, même si elle était un petit peu longue. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur Google Ads, je te mets une vidéo ici. Et puis, moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!